Lutte des femmes, lutte syndicale, internationalisme et paix mondiale, voici les thèmes dont cette toute première capsule Clarté va traiter. Dans sa célébration de la Journée internationale de la femme, le Parti communiste du Canada a lancé un appel à toutes celles et ceux qui reconnaissent le 8 mars comme une journée pour célébrer les conquêtes du passé et qui s'engagent à poursuivre la lutte pour les droits des femmes, à faire des activités de cette année un appel retentissant pour faire avancer les principales problématiques qui se dressent entre les femmes et leur droit à l'égalité totale. Dans un contexte de guerre et de génocide, il n'y a pas d'égalité possible. La paix est une précondition pour l'égalité. Les femmes sont toujours parmi les premières victimes de la guerre. Leurs droits sont bafoués alors que leurs maisons, leurs familles et leurs communautés sont détruites. Nous appelons toutes les personnes progressistes, les organisations qui luttent pour la paix et la solidarité, ainsi que les groupes communautaires à exiger un cessez-le-feu immédiat et général à Gaza, la fin du blocus qui empêche la nourriture, le carburant, l'eau et les médicaments d'arriver à Gaza, la fin des politiques génocidaires d'Israël et une résolution juste qui garantisse au peuple palestinien ses droits en tant que nation, la fin de la guerre au Soudan où une fois de plus des femmes et des enfants sont les victimes des combats qui ont embrasé le pays, que les États-Unis mettent fin au blocus criminel de Cuba, que le gouvernement canadien s'oppose à cette imposition illégale d'une loi étrangère et rétablisse des relations commerciales normales avec Cuba, la réduction des prix des denrées alimentaires et des carburants, que toutes les propriétés locatives soient couvertes par des dispositions de contrôle des loyers, que les bénéfices des entreprises soient taxés à un niveau 2 fois plus élevé que le niveau actuel, l'augmentation du salaire minimum, que les programmes de prestations couvrent le coût de la vie pour celles et ceux qui en dépendent, la construction de logements sociaux et la mise en location des logements vacants, l'implémentation immédiate du programme fédéral de garderie à 10 $, que le gouvernement fédéral exige des provinces qu'elles créent des installations accessibles, adéquates et universelles pour fournir les services nécessaires à l'application du droit des femmes au choix en matière de procréation, de lutter pour améliorer les droits des travailleuses aux congés payés, à la rémunération des heures supplémentaires, aux pensions, aux congés de maladie et aux congés familiaux, et de lutter pour obtenir le droit de se syndiquer sans menace de représailles individuelles ou collectives. En ce qui concerne le Congrès national du Parti communiste du Québec, celui-ci aura lieu le 25 et 26 mai prochain. À cette occasion, un projet de résolution politique a été approuvé et sera soumis à la discussion. Intitulé « Avec la classe ouvrière et les masses populaires, pour le socialisme, faisons vivre et renforçons le Parti communiste du Québec », ce document sera étudié et discuté par l'ensemble des membres au cours des 3 prochains mois. Moment phare de la démocratie partisane, le Congrès sera l'occasion de réviser le travail politique, organisationnel et administratif accompli au cours des 3 dernières années, puis de planifier les 3 suivantes. Les délégués au Congrès auront également pour tâche d'élire le 20e Comité national qui aura pour tâche pour la première fois depuis des décennies à organiser et dynamiser une campagne électorale québécoise. Revenons maintenant à la lutte des femmes. Depuis 2018, 6 travailleuses québécoises mènent une lutte devant les tribunaux pour combattre la discrimination contre les femmes dans le régime d'assurance chômage. Elles sont épaulées et accompagnées par le mouvement Action Chômage de Montréal. La discrimination qu'elles dénoncent concerne la période de référence qui sert à déterminer l'éligibilité aux prestations d'assurance chômage. Le seuil d'admissibilité aux prestations varie entre 420 et 700 heures travaillées selon le taux de chômage régional. Donc, pour avoir droit aux prestations, il faut avoir travaillé entre ce même nombre d'heures dans les 52 semaines précédant la demande de chômage. Or, les prestations de congé de maternité sont considérées comme des prestations d'assurance chômage et sont calculées dans la limite de 50 semaines de prestations. De plus, la maternité n'est pas une des conditions de prolongation de la période de référence prévue par la loi. Cela veut dire que les femmes qui donnent naissance sont pénalisées par le régime. D'une part quand elles sont en congé de maternité, d'autre part les semaines de congé de maternité sont soustraites de leurs prestations de chômage dont la limite est de 50 semaines. En 2022, ces femmes ont emporté une victoire devant le tribunal de sécurité sociale qui a jugé que la limite de 50 semaines de prestations constitue une discrimination fondée sur le genre. Pour le TSS, cette distinction perpétue un désavantage historique, soit la plus faible rémunération des femmes. Honteusement, le gouvernement soi-disant féministe de Justin Trudeau a porté cette décision en appel en 2022 et malheureusement, la décision d'appel du TSS a rendu une décision le 9 janvier donnant raison au gouvernement, jugeant que les dispositions de la loi sur l'assurance-emploi qui pénalisent les femmes ne seraient pas discriminatoires. Refusant de baisser les bras, les 6 militantes, toujours soutenues par le mouvement des femmes, communautaires et syndicales, viennent de déposer une demande de contrôle judiciaire devant la Cour d'appel fédérale. Poursuivons maintenant avec les luttes syndicales. Lors de la période de mobilisation du Front commun, Clarté s'est entretenu avec une des syndicalistes de l'APTS au sujet des droits des femmes. 2 questions lui ont été posées afin d'en savoir plus sur leur expérience dans la mobilisation et sur les questions politiques du mouvement. La première, est-ce que vous et les femmes avec lesquelles vous travaillez avez vécu le mouvement de grève comme une lutte des femmes? La syndicaliste répond,
Oui, c'est difficile de ne pas le faire quand toutes mes collègues sont des femmes et que celles qui étaient sur les lignes de piquetage semblaient être au moins 80% des femmes. Nous sommes également conscients de l'impact disproportionné des grèves sur les femmes compte tenu du double fardeau qu'elles portent si souvent, en particulier les mères monoparentales, y compris les grévistes, mais aussi les clientes qui ont perdu leur emploi et leur source de revenus en raison de la nécessité de s'occuper de leurs enfants non scolarisés. La deuxième question lui demandait si, selon son expérience, ses collègues ou toute autre personne sur les lignes de piquetage se sont exprimés sur la situation des femmes en ce qui concerne le salaire et les conditions de travail. À cette question, la militante nous informe que ce qui est souvent revenu lors des discussions sur les lignes de piquetage, c'est le constat d'une dévalorisation du travail des femmes et d'une augmentation massive des salaires en ce qui concerne les emplois et les postes occupés majoritairement par des hommes. Elle ajoute à cela, nous voulons non seulement améliorer les salaires et les conditions de travail pour nous-mêmes et nos collègues, mais aussi pour remédier à l'énorme manque de personnel et le roulement qui est présent dans tous les services et qui a un impact énorme sur la qualité des services. Le 14 janvier dernier, les métallos d'ArcelorMittal Saint-Patrick à Montréal ont entériné une entente de 6 ans qui prévoit des augmentations moyennes de 37,5% et allant jusqu'à 61% pour les plus basses échelles salariales. Ceci est dû au fait que l'échelle salariale a été modifiée. Selon les calculs du syndicat, la masse salariale augmenterait de 42% sur la durée du contrat, un chiffre qui donne le vertige. Malgré ces chiffres, l'entente n'est passée qu'à 70%. Le 9 février dernier, 6 des plus grandes centrales syndicales canadiennes, notamment le STTP, SCFP, NUPGE, AFPC, Unifor ainsi que les Métallos, se sont unis pour réclamer le rétablissement du financement de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. La réponse honteuse du gouvernement canadien a été de soutenir des accusations éminemment politiques contre l'organisme de soutien au peuple palestinien et aggrave considérablement une situation déjà critique. Dans la lettre ouverte, les syndicats se sont adressés directement au premier ministre Trudeau qui refuse à ce jour de faire marche arrière. Quant aux producteurs agricoles québécois, ces derniers verront leur revenu chuter d'environ 87% cette année. Le revenu net a baissé de 49,2% entre 2022 et 2023, tandis que la dette agricole a bondi de 139% entre 2010 et 2022. Les raisons d'une telle situation ne sont pas à chercher bien loin. L'inflation les force à payer les intrants au prix fort, tandis que les taux augmentés font pression sur les emprunts nécessaires à l'exploitation agricole. En filigrane, les accords de libre-échange les forcent à être compétitifs sur un marché nord-américain voire européen féroce. De même, les secteurs de la transformation et de la distribution sont hautement monopolisés et s'accaparent le gros des profits de la chaîne de production. Plus que jamais, une politique agricole antimonopoliste qui répartisse la plus-value de façon équitable s'impose, ce qui se ferait au bénéfice des petits producteurs, mais aussi de la population en général qui verrait les prix des aliments baisser. Une réalité qui ne se limite malheureusement pas qu'à l'Amérique du Nord. En effet, sur fond d'inflation rapide et de déréglementation, un soulèvement agite les zones rurales de divers pays européens depuis plusieurs semaines. Alors que le marché commun a introduit une concurrence déloyale au sein de l'Union européenne, principalement à travers la politique agricole commune, la guerre en Ukraine vient exacerber la situation. En France, la contestation a atteint son apogée le 29 janvier avec un mouvement sans précédent des agriculteurs qui ont encerclé la capitale. Quelles perspectives se dessinent pour ce mouvement hétérogène regroupant des organisations agricoles aux positions diamétralement opposées? Il est essentiel de noter qu'en France, plusieurs exploitations sont de petite taille, surtout dans le sud-ouest où la mobilisation est la plus forte. Dans les régions d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine, on recense 83 300 exploitations en 2020, représentant à elles seules 20% des exploitations du pays. Pourtant, ces dernières années, plusieurs dizaines de milliers d'entre elles ont été contraintes au démantèlement. On observe en effet une baisse tendancielle du nombre de micro et petites exploitations avec une diminution de 75 900 entre 2010 et 2020, tandis que la moyenne des surfaces agricoles utilisées a augmenté de 14 hectares au cours de la même période. Les revendications à la base du mouvement ne laissent aucun doute. Pour les agriculteurs, il s'agit de revenus et de conditions de travail. Les exploitants de ces petites structures sont largement responsables de leurs activités et pour beaucoup d'entre eux, les revenus sont minces voire déficitaires. Ils sont pris en étau entre le rythme et les prix imposés par la grande distribution ainsi que par la politique agricole commune qui favorise massivement les grosses exploitations et le libre-échange promu par le libéralisme effréné de l'Union européenne. Bien que le mouvement ait été initié par les petits paysans, les représentants des syndicats jaunes tels que la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et la coordination rurale n'ont pas tardé à en prendre le contrôle. Prédominant dans les chambres d'agriculture départementales à la suite des élections de 2019, ils se situent politiquement à droite, voire à l'extrême droite pour la CR. Ils sont les alliés privilégiés du patronat qui profitent du salariat précaire et qui représentent près de 80% des emplois non déclarés ou saisonniers selon la FNAF-CGT. Le gouvernement Attal, quant à lui, a décidé de jouer un rôle de médiation en quelques jours.
À la suite de l'annonce du retrait de la FNSEA et de la coordination rurale, aucune mesure significative n'a été proposée par le gouvernement, se contentant d'une modeste enveloppe d'aide plutôt que d'établir un prix plancher sur les produits pour garantir les revenus des agriculteurs. Les conséquences de la guerre en Ukraine sont aussi des facteurs qui contribuent à cette détérioration des conditions de travail des agriculteurs. Rappelons que les droits à l'importation sur la plupart des produits agricoles en provenance de l'Ukraine et importés dans l'Union européenne ont été ramenés à zéro en 2016. À titre d'exemple, au marché d'intérêt national de Rungis, plus grand marché de produits agricoles au monde, le kilo de filet de poulet français s'achète à 7 € alors que celui en provenance de l'Ukraine se négocie autour de 3 €. Loin de remédier à cette situation, la Commission européenne, responsable des tarifs douaniers, a proposé à la fin du mois de janvier de reconduire pour une année la suspension des droits d'importation et des quotas sur l'exportation ukrainienne vers l'Union européenne. Bien que la FNSEA soit obligée de prendre en considération le mécontentement des agriculteurs quant aux importations en provenance d'Ukraine, son président Arnaud Rousseau a rappelé le 31 janvier que l'Europe doit apporter son concours à un peuple qui se bat pour sa liberté, ses frontières et son modèle. Alors que la guerre en Ukraine entre dans sa 3e année, l'Union européenne repousse plus que jamais les négociations de paix et mise toujours sur une guerre d'usure. En effet, les dirigeants de l'Union ont récemment conclu un accord sur le versement d'une nouvelle aide financière à l'Ukraine de la valeur de 50 milliards d'euros jusqu'en 2027 et ils ont entamé les négociations en faveur de son adhésion au sein de l'entité européenne. Cette orientation belliciste clairement définie peut alors s'appuyer sur les conglomérats agricoles monopolistiques, créant ainsi une contradiction avec les intérêts des petits et moyens agriculteurs. Sans oublier que la privatisation intégrale des terres agricoles ukrainiennes au bénéfice de ces mêmes multinationales est également au cœur de la bataille actuelle que se livrent les puissances de l'Union européenne et de l'OTAN à la Russie par l'Ukraine interposée. En fin de compte, dans l'intérêt du monde du travail urbain et rural, il devient crucial d'exiger des négociations de paix immédiates, de se retirer des traités de libre-échange et de contrecarrer par conséquent les plans de l'impérialisme qui nous conduisent directement vers une guerre généralisée. Tournons-nous maintenant vers la situation au Proche-Orient. Alors que la guerre génocidaire d'Israël contre Gaza s'étire maintenant sur son 6e mois, les pressions s'intensifient sur l'État sioniste tant au niveau interne qu'international. Depuis octobre dernier, des organisations anti-guerre de la classe ouvrière telles que le Maki, Parti communiste d'Israël, et le Hadash, une alliance parlementaire de gauche, sont la cible d'une campagne de répression politique à caractère macarthyiste. En février dernier, le député du Hadash, Ofer Kassif, a bien failli être démis de ses fonctions à la Knesset en raison de son soutien au procès de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice, accusant le gouvernement israélien de génocide dans la bande de Gaza. La procédure a échoué de 5 voix, marquant une victoire pour les forces progressistes au sein du Knesset et une véritable défaite du Likoud, incapable de faire à sa guise au Parlement. Cependant, le chef de file de la même coalition, Ayman Odeh, a également fait l'objet de menaces similaires. La détermination des 2 parlementaires, membres du Maki, témoigne de l'engagement résolu de ce parti à s'opposer aux actions génocidaires de l'État d'Israël et de la menace qu'il représente aux yeux de leur gouvernement d'extrême droite. Quant au Soudan, à la fin du mois de janvier, le journaliste et directeur général du journal Al-Midan du Parti communiste du Soudan a été enlevé à son domicile à Khartoum par les forces de soutien rapide du gouvernement, la même unité ayant précédemment attaqué le siège du PCS. Le président d'Al-Midan a exprimé sa profonde préoccupation pour le bien-être, la dignité et la sécurité du camarade Dafala dans une déclaration appelant à sa libération immédiate. Il a également encouragé les organisations de défense des droits de l'homme et les organisations communistes internationales à soutenir les appels en faveur de sa libération. En Amérique centrale, le Parti communiste du Mexique a annoncé sa décision de présenter ses propres candidats aux prochaines élections présidentielles ainsi qu'aux élections pour le poste de gouverneur de la ville de Mexico et l'État de Morelos. Les élections auront lieu le 2 juin prochain. Comme l'indique succinctement le PCM, les 6 années de mandat du social-démocrate Manuel López Obrador ne peuvent se résumer qu'à un gouvernement anti-ouvrier et anti-populaire, préoccupé par les profits des monopoles dans un contexte de vaste appauvrissement de la classe ouvrière. C'est pourquoi le PCM a choisi de présenter ses candidats afin que les électeurs mexicains aient une option pour mettre fin à l'injustice et amener les travailleurs au pouvoir. Les candidats du parti sont à ce jour les suivants. Pour l'élection présidentielle, Marco Vinicio Dávila Juárez, 59 ans, dirigeant syndical. Pour le poste de gouverneur de la ville de Mexico, Ángel Chávez Mancilla, doctorant et dirigeant de la jeunesse communiste. Pour le poste de gouverneur de Morelos, Diego Torres, paysan et dirigeant syndical, 2e secrétaire du PCM. C'est ce qui conclut cette toute première capsule Clarté. Pour des analyses plus approfondies, nous vous invitons à visiter notre site web journalclarté.ca ou à vous abonner à notre journal bimestriel. Nous espérons que cette capsule ainsi que les suivantes sauront vous garder informés face aux divers enjeux qui affectent les classes populaires au Québec, au Canada et à l'échelle internationale.